Vous faites bien de suivre les programmes de la télévision Africa 7 pour ce 8e numéro de votre émission Le Plaidoyer. Nous recevons sur ce plateau Maître Mbaye-Jacques Diop, député, on va dire maire honoraire même de la ville de Rufisque, ancien président du Conseil de la République, ancien président de l'Union des conseillers économiques et sociaux et institutions similaires de la francophonie, président honoraire du Conseil économique, social et environnemental et secrétaire général du PPC, président de la coalition des Farces Réoua. Alors, ensemble, nous parlerons un peu, on va dire, de l'histoire. Nous allons même convoquer l'histoire, on va dire, de notre pays, hein, car Mbaye-Jacques Diop est un acteur clé de la bonne marche de ce pays depuis 1952 à nos jours. Du coup, nous parlerons aussi de la situation actuelle du pays qui, vous le savez, est donc marquée par un climat politique très délétère. Alors, sans plus tarder, on va donc donner la parole à notre invité. Monsieur Diop, bonjour. Bonjour, cher. Merci d'avoir accepté cette invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, on va dire, pour permettre à nos téléspectateurs de mieux faire votre connaissance, je vous invite juste à suivre ce portrait dressé par un membre de la rédaction. Ensuite, nous revenons sur ce plateau. Mbaye-Jacques Diop est né le 15 janvier 1936 à Rufisque, une ville qu'il a tout donné, mais qui lui a aussi tout donné. Il est élu pour la première fois maire de Rufisque en 1987, un poste qu'il occupera jusqu'en 2001. Un record jamais égalé ni par ses prédécesseurs comme ses successeurs. Mbaye-Jacques Diop, c'est plus de 60 ans de vie politique. L'homme adhère au Bloc démocratique sénégalais en 1954, le futur Parti socialiste. Une formation politique qu'il a quittée à la veille de la chute du président Diouf. Il rejoint par la suite l'Alliance des forces de progrès, dont il démissionne en 2000 pour fonder son propre parti dénommé le PPC, le Parti du progrès de la citoyenneté. Après 2 ans d'existence, Mbaye-Jacques Diop décide de fusionner avec le parti de la majorité gouvernementale, le Parti démocratique sénégalais, en 2002. Un compagnonnage qui, hélas, ne durera pas. À l'origine, le refus qu'il avait opposé au président Wade quand il s'est agi de quitter la présidence du Conseil de la République pour les affaires économiques et sociales. Mbaye-Jacques Diop passe le plus de son temps à Rufisque dans la maison qu'il a vu naître. C'est à distance que le manage et propose des solutions pour la bonne marche du pays. Voilà, vous venez à l'instant même de suivre ce portrait de notre invité, qui, je rappelle, donc, est Mbaye-Jacques Diop, maire honoraire de la ville de Rufisque. Hein. Il est aussi le secrétaire général du PPC, président aussi de la coalition des Farces Réoua, mais aussi ancien président du Conseil de la République, ancien président de l'Union des conseils économiques et sociaux, institutions similaires de la francophonie. Alors, M. Diop, je l'ai dit également en introduction, il serait intéressant de revenir un peu sur l'histoire politique, donc notre histoire même, on va dire, politique, pour en venir à une comparaison entre la politique d'hier et la politique d'aujourd'hui. Est-ce qu'on va dire, la politique a évolué dans le bon sens? Cher, je voulais d'abord vous remercier de me donner l'occasion de parler de notre pays. En ces moments de trouble, je dirais même d'inquiétude. Parce que ce qui se passe actuellement, ou les propos tenus actuellement, et la tension, le fitna dont parlait Senghor, que l'homme installé dans notre pays, nous appelle tous à une prise de conscience, en même temps qu'à prendre position. Notre pays, le Sénégal, parmi les pays anciennement colonisés par la France, sonore d'être un phare, hier comme aujourd'hui. Les Sénégalais se sont battus pour ce qu'on a appelé l'assimilation. Être assimilé aux Français, aux Blancs. Ça a duré très peu de temps. On s'est battu surtout pour l'émancipation des peuples africains, des peuples noirs. Ces combats ont été portés par Lamine Gueye, Léopold Sédar Senghor, plus tard Cheikh Anta Diop, Abdoulaye Ly, le maître,
Mamadou Dia. Ces combats ont été portés aussi de l'autre côté par Houphouët-Boigny, Mamadou Keïta, au Soudan français, Modibo Keïta, Madera Keïta, Fildebo Sissoko, Sékou Touré de l'autre côté de la Guinée, avec Bari Diawandou Bayou III. Ces hommes ont porté la flamme de l'Afrique pour l'émancipation de l'Afrique et après pour l'indépendance de l'Afrique. Est-ce que leur combat a donné quelque chose de positif? Qu'est-ce que leur combat Oui, leur combat nous a donné l'indépendance. Leur combat nous a permis d'être égal à tous les hommes. Nous sommes les héritiers de 1789, la Déclaration universelle des droits de l'homme. Les hommes naissent libres et égaux. Quelle affirmation demeurée actuelle, prise par le monde entier, par l'humanité. On a mis fin à la royauté en 1792 en France. On a décapité Louis XVI. On a installé la République. Alors, cher Diaby, nous avons un devoir de conservation de ces acquis-là. Au Sénégal, dès 1959, le président Senghor et le président Dia ont mis en place une réforme territoriale qui a abouti à la suppression des chefs de canton et des commandants de cercle. Et oui, on a mis fin au système colonial. On a mis fin à la domination de l'homme par l'homme. On a mis fin à l'esclavage. Êtes-vous inquiet quand vous entendez Abdoulaye Wade dire de tels propos, traitant même le chef de l'État d'esclave? Mais c'est des propos indignes d'un Sénégalais. Indignes, inacceptables. Indignes, déshonorants, surtout de la part de quelqu'un qui a occupé les fonctions suprêmes dans notre pays. Surtout celui à qui on a donné nos suffrages. Mais c'est un recul. Il nous renvoie aux ténèbres. Il nous renvoie au Moyen-Âge, à l'esclavage, au chef de canton et à je ne sais quoi d'autre. Non, ça, je croyais que ça ne viendrait jamais, ni dans la tête, ni dans la bouche d'Abdoulaye Wade. Parce que son parcours, il a épousé une Française. Donc, vous voyez, une blanche. Pourquoi tu dis ça selon vous? Il l'a dit pour faire mal ou bien vous qui avez côtoyé Abdoulaye Wade, vous qui le connaissez? Non, je le connais très peu, Abdoulaye Wade, franchement. Mais vous l'avez côtoyé? Parce que j'ai été à ses côtés, j'ai travaillé avec lui pendant 3 ans et demi, 4 ans. Mes chers Diaby, ces propos d'Abdoulaye Wade sont des propos inacceptables. Inacceptables. On est en 2015. Le Sénégal est indépendant. Depuis 1960. Depuis 1960. Grâce à Senghor et à Mamadou Dia, et à Lamine Gueye, et à Abdoulaye Ly. Voilà les hommes qui ont incarné l'indépendance du Sénégal. Et les jeunes que nous étions, à leur côté. Mais c'était pour mettre fin à la domination de l'homme par l'homme. L'homme blanc sur l'homme noir. C'était aussi pour développer notre pays dans la démocratie et l'état de droit. C'était aussi pour que les citoyens, tous citoyens, soient tous égaux. Qu'il n'y ait plus de Domu Bourak, Domu Badlolok, Domu Géwelek, Domu Nyagnon. Non, tous égaux. Ça, c'était la bataille de l'Afrique. La bataille de l'Afrique contre la colonisation. La bataille de l'Afrique pour l'émancipation des peuples noirs. Vous regrettez d'avoir travaillé avec Abdoulaye Wade après avoir tenu de tels propos? Ces propos-là font que je m'éloigne franchement de lui. Je m'en éloigne. Parce que les combats que nous avons menés, nous, pour ce pays et pour l'Afrique, ce sont des combats qui sont qui sont éloignés de ces propos-là. Nous avons bataillé pour la fraternité humaine, pour le consensus social, politique, le consensus culturel
Il n'y a pas de Diallo, il n'y a pas de Ndiaye, il n'y a pas de Seck, il n'y a pas de Fall. Tous les Sénégalais, quelle que soit leur origine, quel que soit leur nom, sont égaux en droit. Il n'y a pas d'esclaves. Il n'y a pas de caste. La Constitution l'a dit et répété. Alors, qu'en 2015, un ancien chef d'État se permet de sortir des propos aussi orduriers, aussi insipides, aussi graves, aussi déshonorants pour l'homme noir, simplement, je dis cela, je m'en éloigne. Qu'auriez-vous fait si vous étiez à la place de Macky Sall? J'aurais agi. Comment? Vous savez, je fais appel d'abord aux chefs religieux, à la classe politique, toute obédience confondue, à la société civile, aux médias, à tous les hommes de paix et pris de paix et de liberté, pour arrêter cette dérive. Pour arrêter cette dérive. Et pour conforter le président Macky Sall. Et pour le consoler aussi. Il ne faut pas que cela le perturbe. Nous avons un devoir de protection vis-à-vis de lui. Il est jeune. On doit le protéger. Moralement, d'abord. Intellectuellement, ensuite. Il faut que ce pays, cher Diaby, progresse. Ne doit pas reculer. Les propos de la Wade font reculer le pays. Pensez-vous qu'il veut mettre sa menace à exécution? Quand tu dis si on enferme son fils, il va brûler le pays? Mais il ne faut pas brûler le pays. Personne ne peut brûler ce pays-là. Encore moins lui. Il ne peut pas brûler le pays, il ne le brûlera pas. Ce n'est pas vrai. Même s'il a des fanatiques avec lui, eh bien ça, ce n'est pas une raison. Le pays ne brûlera pas. En tout cas, Abdoulaye Wade est un habitué des faits. Ce n'est pas la première fois qu'il tient de tels propos. Il avait dit que Pape Diop avait tué des comment va-t-on dire, hein, des albinos. Oui. Mais ça, tout ça, c'est indigne de lui. C'est indigne de quelqu'un qui a porté le suffrage des Sénégalais. Non, ce n'est pas normal. C'est indigne de citoyens sénégalais. Il y a quelque temps, moi je pensais que le moment était venu de faire la médiation entre Abdoulaye Wade et Macky Sall. J'ai même commencé quelque chose. Et j'ai envoyé des émissaires par-ci, par-là. Mais les propos d'Abdoulaye Wade remettent tout en cause. Tout en cause. Inadmissible, intolérable, inacceptable. Alors c'est pourquoi je demande simplement au président Macky Sall de garder son calme, sa sérénité. C'est un grand homme. Grand homme parce qu'aujourd'hui il porte les espoirs des Sénégalais. Grand homme parce qu'aujourd'hui il a été élu par 65% des Sénégalais. Grand homme d'État aussi, par son comportement. Jeune par l'âge, par rapport à nous, mais grand homme. Il ne doit pas se laisser perturber par ça. Vous avez parlé de dialogue également. Est-ce que c'était un peu l'objet de votre visite auprès du chef de l'État quand il vous a reçu? Comment? Est-ce que vous avez parlé de dialogue entre Abdoulaye Wade et Macky Sall? Non. Et qu'à un moment donné, vous étiez pour vraiment à ce que les deux se retrouvent. Est-ce qu'il y avait un lien? Y avait-il un lien avec votre visite auprès du chef de l'État? Non. On n'a pas parlé de dialogue entre Abdoulaye Wade. Non. On a parlé du pays en général. On a parlé du pays, on a parlé de la Constitution, on a parlé des échéances à venir, on a parlé du soutien que la coalition d'adversaires va lui apporter. On a parlé du rôle des acteurs politiques dans ce pays. On a même parlé de la chefferie traditionnelle, justement, des chefs de canton, de ce qu'on appelle le commandement territorial. On en a parlé. Parce que vous avez adressé d'ailleurs une lettre intitulée du commandement territorial et des gouverneurs. Oui, mais cher Diaby, ça aussi, ça nous ramène au propos d'Abdoulaye Wade. Commandement,
c'est dans l'armée. C'est un terme militaire. On prend son commandement. Et ça renvoie à quoi? Dans l'armée, le général, le maréchal Lyautey disait que le soldat, quand il est au garde-à-vous, les doigts sur la couture du pantalon, le front haut, le cerveau se vide. Il n'est là que pour obéir. Ça, c'est l'armée. Ça aussi, c'est la colonisation. Commandement territorial. Quelle aberration. Juridique, politique et sociale. Mamadou Dia et Senghor ont aboli la chefferie traditionnelle, les chefs de canton. Ils ont mis fin au commandement territorial, parce qu'avant cela, il y avait chez nous des commandants de cercle blancs, Toubab. Commandant de cercle, avec sous les ordres des chefs de canton. Zélés. Alors, qui étaient issus de familles appelées princières. Mais on a mis fin à cela. Et ça met en l'air, ça met par terre plutôt, ce qu'Ablaye dit. On a mis fin à la chefferie, on a mis fin à tout ça, pour que tous les Sénégalais soient des citoyens et des citoyens égaux en droit. Alors, Cheikh Diaby, commandement territorial, ça vient de là-bas, de la colonisation. On a mis fin à ça en le remplaçant en 1996, lors de l'examen des lois de décentralisation, des fameuses des lois majeures de décentralisation. On a fait pour la première fois 345 amendements et 91 recommandations fortes, dont une faite par le professeur Iba Der Thiam, à qui je rends hommage, et qui est encore en train de faire un travail formidable à l'histoire du Sénégal. J'espère que nous aurons l'occasion de voir bientôt les premières œuvres. Alors, on a fait une recommandation forte, écrite par le professeur Iba Der Thiam, pour demander au gouvernement de supprimer du vocabulaire administratif sénégalais, du lexique administratif sénégalais, le terme commandement territorial. Et le remplacer par quoi? Administration territoriale, simplement. C'est la place qu'occupent les gouverneurs et préfets. Mais les gouverneurs aussi, c'est une surveillance coloniale. Oui. Il y avait avant le gouverneur de la Guinée, le gouverneur du Sénégal, le gouverneur de la Haute-Volta, le gouverneur du Soudan, français, le gouverneur de la Côte d'Ivoire. Mais ça, c'est terminé. Et il n'y avait pas de gouverneur en France. Les Français avaient des préfets depuis 1800 avec Napoléon Bonaparte. Juillet 1800. Alors, les Français n'ont pas amené ici, n'ont pas plutôt recopié ce qu'ils nous ont donné. Ils n'ont pas fait ça chez eux. Chez eux, il n'y a que des préfets et des sous-préfets et des préfets de région. Alors que chez nous, il y a des gouverneurs. Il n'y a même pas dans les territoires d'outre-mer, dans les départements d'outre-mer, il n'y a pas de gouverneur, a fortiori. Donc, bon, alors donc, Cheikh Diaby, il faut avancer dans le progrès. Et les propos de Abdoulaye Wade nous mettent encore la pression pour que nous soyons tous des citoyens, encore une fois. Pour que nous tous soyons animés de la volonté d'être un peuple, un but, une foi, comme le proclame notre devise. Vous imaginez ce que c'est qu'un peuple, un seul peuple, tout le monde. Un but, tous un but tendu vers le développement, vers le progrès, vers la liberté, vers la démocratie, vers l'état de droit, etc., etc. Une foi commune à nous tous. La foi au pays. Et alors, sans considération de religion même. Les catholiques, les protestants, les musulmans, les soufistes, tous égaux devant la loi et devant la République. Alors, est-ce que Abdoulaye Wade, avec le statut qu'il bénéficie, un statut d'ancien chef de l'État, est-ce qu'il est à l'abri de l'article 80?
Mais écoutez, cher Diaby, oui. Il n'y a guère en France, qui est notre pays de référence. L'ancien président Sarkozy a été mis en garde à vue 72 heures. 72 heures. Et présenté à 2 heures du matin au juge d'instruction. 2 heures du matin. Fatigué. On l'a présenté au juge d'instruction. Vous voyez Abdoulaye Wade se faire convoquer à la police pourquoi? Et puis qu'on le mette en garde à vue là? Pourquoi pas? Pour offense au chef de l'État? Pourquoi pas, cher Diaby? C'est conforme à nos réalités? La loi, mais quelle réalité? Il n'y a pas de réalité pour ça. La loi, c'est la loi. La loi, c'est la loi. C'est pourquoi j'ai dit, faisons attention. Faisons en sorte que, rapidement, les chefs religieux, la société civile, les médias, eh bien la classe politique, que tout le monde s'y mette pour ramener Abdoulaye Wade à la raison. Il faut le ramener à la raison. Peut-on s'attendre également, on va dire, ou bien voir un remake entre Dia Senghor et Wade Macky? Je m'explique un peu. Également, Dia qui est, entre guillemets, exclu du gouvernement, bon, accusé de haute trahison, ensuite par la suite emprisonné. Mais est-ce que les deux situations sont comparables? Et comment, vous qui avez assisté, on va dire, à cette histoire à l'époque, comment cela s'était passé par le passé? Permettez un peu la répétition. Vous savez, ce n'est pas du tout les mêmes situations. En 1962, Mamadou Dia et Senghor étaient, avant cela, de grands complices, de grands amis, très liés. Complicité intellectuelle, grande complicité intellectuelle. Mais à notre pays de faire de grands pas dans le développement et la démocratie. Mais chacun d'eux aussi avait son petit clan au sein du parti. Et les hommes étant des hommes, ça a fini par cristalliser les groupes. Je me souviens, en 1962, à la salle des fêtes de Rufisque, où se réunissait le comité exécutif. On avait demandé à mon aîné Aline Badrambeng de rédiger la résolution selon l'unité et la paix entre Senghor et Mamadou Dia. C'était 4 mois, 5 mois avant les événements de décembre 1962. Ils se sont donné la main, les deux, à la salle des fêtes de Rufisque. On a applaudi. Mais malheureusement, pour le Sénégal, chaque clan autour de Dia, autour de Senghor, n'étaient pas satisfaits. Ils ont continué. Il y a eu ce coup de force de Mamadou Dia contre l'Assemblée qui voulait voter une motion de censure. Mamadou Dia voulait qu'on s'adresse au parti d'abord. Primauté du parti. C'était ça à l'époque. Mais la Constitution ne disait pas cela. Alors, Mamadou Dia a voulu empêcher les députés de voter la motion de censure. Il a envoyé la garde. C'était ça, le déclic. Senghor s'est appuyé sur la Constitution. Il a fait arrêter Mamadou Dia après. Terrible épisode de notre pays, de notre histoire. Dramatique histoire, dramatique événement. Ça a freiné un peu la marche du Sénégal, il faut le reconnaître. Alors, aujourd'hui, nous sommes dans une autre situation. Alors, il n'est plus président de la République. Il est devenu un citoyen ordinaire comme vous et comme moi. Comme vous et comme moi. Rien ne le protège. Il est citoyen ordinaire. Les propos qu'il tient contre d'autres citoyens, eh bien, lui seront reprochés devant la loi. Mais nous ne voulons pas en arriver là. Nous voulons qu'il se calme.
et que la situation s'apaise. Et malgré que la tension était très tendue entre Senghor et Dia, les deux n'ont jamais tenu des propos comme Abdoulaye Wade qui tient comme ça? Jamais. Jamais. Mais jamais. C'est impensable. De la bouche de Senghor comme de la bouche de Mamadou Dia. Non, c'est pas pensable ça. Ceux-là, ils ont bâti le Sénégal. Ils ont bâti le Sénégal, Senghor et Dia. Ils ont aidé à avoir une nation, cher Diaby. Ils ont rassemblé des hommes dans un gouvernement, dans une équipe municipale, dans une équipe nationale. Non. Ces hommes-là, on leur doit beaucoup. Mamadou Dia, Ablaye Ly, Senghor, on leur doit beaucoup. Lamine Gueye aussi. Alors, ça, c'est des hommes à qui le Sénégal est redevable. Comment, en 2015, on parle encore d'esclaves? Hein? On parle encore de royauté. Mais ce n'est pas possible. On parle encore d'anthropophage. Si vous imaginez ce que c'est que ça? Non, c'est très grave. Quelle est la différence entre Abdoulaye Wade et ses anciens et ses prédécesseurs? Vous avez eu la chance de côtoyer Wade, de côtoyer Senghor, de côtoyer aussi Abdou Diouf. Mais Senghor était un grand homme, un humaniste. Celui qui a mis les pieds à l'étrier d'Abdoulaye Wade, sans Senghor, Abdoulaye Wade ne serait rien. Même si les djihadistes également ne partagent pas, même si les djihadistes ne partagent pas tellement votre point de vue. Hein? Oui, oui. Dia a été façonné par Senghor. Dia a été créé par Senghor. Dia a été instituteur à Fatick, instituteur. C'est Senghor qui l'a découvert. Dia était un homme exceptionnel. Grande intelligence, instruit, cultivé, lisant beaucoup. Mais il a été découvert par Senghor. Et il était aussi le second de Senghor. Il l'acceptait aussi. Il y a eu les éléments de 62, sur lesquels je ne vais pas revenir. Mais, j'ai dit Abdoulaye Wade, c'est en 74. Moi, j'étais en politique en 52. Alors c'est en 74 qu'il a pu avoir une fenêtre pour entrer dans l'arène politique, grâce à Senghor, qui lui a ouvert les vannes avec les cartes courants. Avant cela, c'était les Cheikh Anta, les Ablaye Ly, les Assane Seck, les Makhtar Mbow, mais pas lui. Alors, 74, 2000, on a fait un président de la République. Un parcours atypique d'ailleurs. C'est comme, alors, s'il n'avait pas compris la trajectoire de notre pays, le système politique de notre pays. Et ce qu'on a... Alors, Senghor, c'était un humaniste. Un homme de grande classe, raffiné, intellectuellement, civilisé, politiquement. Abdou Diouf, un grand commis de l'État, fonctionnaire, haut fonctionnaire, racé, poli, correct, cordial, un peu même timide. Alors, Macky Sall est un jeune. Tout le monde sait qu'il est quand même poli, correct, très correct. Il ne lève pas la voix. Il ne crie sur personne. Et il a le sens du devoir et du rôle qu'on lui a confié. Abdoulaye Wade, lui, c'est autre chose. Mais est-ce qu'Abdoulaye Wade aussi, on va dire, ses prédécesseurs n'ont pas été plus durs avec leurs opposants qu'Abdoulaye Wade? Abdoulaye Wade, quand même, plus ou moins, il manageait un peu ses opposants, ou bien tel n'est pas le cas? Je ne vois pas cela. Non, vous savez, Senghor était un homme d'ordre. Abdou Diouf aussi, la même chose. Abdoulaye Wade, ce n'est même pas un libéral. Ah bon, il est quoi, Abdoulaye Wade? Ce n'est pas un libéral. C'est on dit Abdoulaye Wade, c'est le Sénégalais typique. Hein. Non, Sénégal typique, c'est-à-dire. Ah bon? Mais quand on est Sénégal typique, on ne fait pas certaines choses, on ne dit pas certaines choses. Non, non, non. Non, non, non. Un Sénégal typique ne dit pas certaines choses, ne fait pas certaines choses. Non, non, non. Et vous savez, Obama, président des États-Unis, quand il a voulu métisse, femme, mère blanche, père noir,
Mais quand il a pris conscience de son statut et de sa situation de noir, parce que là-bas, métis, même à 90%, vous êtes considéré comme un noir. Mais il est allé épouser une femme noire, Obama. Il n'a pas épousé une femme blanche pour conserver son statut, son rôle, son rang d'homme noir. Alors, il ne faut pas aller dans certaines situations. On ne peut pas, cher Diaby, brûler ce pays-là. Mon fils est en prison. Même si son fils avait raison. C'est la justice qui doit trancher. Rien que la justice. Alors, mais Jacques, je rappelle juste aux téléspectateurs, hein, aujourd'hui que nous sommes avec le maire honoraire, c'est vous, en l'occurrence donc de la ville de Rufisque. Permettez-moi un peu de rester quand même, ou de convoquer, de continuer à convoquer l'histoire, parce que quand même c'est un plaisir de discuter avec vous. Alors, vous disiez aussi à l'époque que la politique est faite de coups bas. Oui, c'est normal, même pas la politique. Mais même en sport, dans le football, il y a des coups bas. Hein? Vous en avez connu des déboires. Hein? Est-ce que vous en avez connu avec Senghor? Est-ce que vous en avez connu avec Abdou Diouf? Oui, bien sûr. Abdou Diouf surtout. Hein? Ah oui, oui, surtout, oui, absolument. Mais c'est ce qui m'a fait partie du PS en 2000. Frustration. Le tout a commencé en 1996, hein, lors du congrès entre guillemets que vous appelez sans débat. Humiliation, on m'a enlevé du bureau politique, alors que j'étais au même niveau que ceux qui ont été mis dans le bureau politique, ou même plus. Non, des coups bas, il y en a en politique. Parce que c'est des hommes et des femmes rassemblés, n'ayant pas toujours la même vision, sauf sur l'idéologie que l'on partage ensemble. Mais la politique est un beau métier, cher Diaby. La politique, c'est un métier? Ah oui, un métier au sens noble du terme. Hein. Cela permet, le roi Hassan II, paix à son âme, disait en 1989, l'Union des villes africaines, autrement dit les maires africains, réunis à Marrakech. Quand il nous a reçus, il nous a dit, je vous encourage et je vous félicite. Si je n'avais pas été roi, la seule fonction politique que j'aurais occupée, c'est celle de maire. Pourquoi? Parce que la fonction de maire, au sens réel du mot, du terme, c'est celle qui permet à l'homme politique de faire des choses pour sa population. Route, école, dispensaire, eh bien, bourse, emploi, que sais-je encore, assainissement, hydraulique, tout. C'est pourquoi je dis que la politique permet de faire et de faire faire. C'est très important. Et c'est intéressant, c'est un beau métier, dans ce sens-là, pris dans ce sens-là. Alors, nous ne devons pas donc noircir la politique, même s'il y a des coups bas, parce qu'il y a une compétition. Compétition. Noble selon vous? Hein? Noble? Compétition, oui, compétition, eh bien, d'homme à homme, combat d'homme à homme, où on va avoir les électeurs, les militants, pour recueillir le suffrage, eh bien, contre un autre ou contre l'autre. Et là, quand le verdict est annoncé, quand le verdict sonne, eh bien, on doit avoir assez de mesures et assez de sérénité pour reconnaître sa défaite et aussi reconnaître la victoire de l'autre. Parce qu'on reproche aux politiciens de n'avoir pas une... comment il ne faut pas avoir d'état d'âme, on dit, en politique. Il faut vraiment pas avoir un état d'âme. Oh, oui, mais... Vous avez des états d'âme, vous? Oui, mais pourquoi pas? J'en ai eu, oui. J'en ai eu. Revenant sur notre ami et frère Ablaye Wade, quand il m'a enlevé du Conseil de la République, en me disant de l'homme, 4 mois après, 5 mois après, 5 mois après, la réconciliation a sonné entre nous. On a bavardé. Je lui ai dit que, Monsieur le Président, savez-vous que ma femme, quand je lui ai raconté notre
séance de travail au cours de laquelle vous m'avez demandé de vous rendre ce que vous m'aviez prêté ou donné. Elle m'a dit, ma femme, que si j'avais de la tension artérielle, j'aurais piqué une crise cardiaque. Alors, qui me répond, non, tu ne peux pas piquer de crise cardiaque parce que tu es un homme politique et un homme politique n'a pas d'état d'âme. Pour répondre à votre question. Donc, Allah est comme ça. Mais, encore une fois, on ne fera pas que son procès ici. Donnons à l'histoire aussi sa place, l'histoire de notre pays. Et disons que je souhaite, comme tous les anciens, que la situation s'apaise, qu'Allah revienne à la raison, à la raison, à la raison. Et qu'il sache que c'est un parmi les Sénégalais. Mais c'est eux aussi à qui on a fait confiance pendant 12 ans. Cela lui donne des devoirs. Pas des droits, mais des devoirs. De ne pas brûler ce pays. De faire en sorte que la justice passe. Sur son fils comme sur tous les autres. Voilà, cher Diaby. Alors, on a parlé d'Abdoulaye Wade, on a parlé de Senghor. On était en train de parler d'Abdou Diouf, même si c'est vrai qu'Abdoulaye Wade s'est glissé un peu dans la conversation encore, une nouvelle fois. Abdou Diouf aussi, il faut dire qu'il est arrivé au pouvoir, on va dire, en 1981. Abdou Diouf est l'artisan de la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Vous qui êtes témoin de l'histoire, Abdou Diouf avait amené cette cour pourquoi? C'était pour contrer les barons du Parti socialiste qui refusaient sa légitimité? Non, 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 non. C'était pourquoi? Non, non, pas du tout. Il y avait à l'époque un climat de suspicion générale. Un climat un sentiment de corruption. Vous savez, cher Diaby, on se trompe souvent sur les hommes politiques et les fonctionnaires. Ceux qui sont aux commandes de l'État, ce ne sont pas les hommes politiques, ce sont les fonctionnaires, les hauts fonctionnaires. Ceux-là ont des avantages et des possibilités de s'enrichir qu'aucun homme politique ne peut avoir. Un maire, il suffit qu'on voit un terrain, deux terrains, on dit il a volé. Un maire. Or, les fonctionnaires des domaines de l'habitat, de l'urbanisme, des douanes, et j'en passe. Voyez autour de vous. Regardez autour de vous. Mais on n'en parle pas. Regardez autour de vous. Les grands bâtiments, les immeubles, les voitures pimpantes, etc., etc. Tout ça, on a vu ça avec Abdoulaye Wade, c'était lors de votre règne aussi. Mais ça, c'est ce climat-là qui prévalait en 1981 avec Abdou Diouf. Et il a voulu y mettre un terme. C'est à ce moment-là qu'on a créé la Cour de l'enrichissement illicite. De répression de l'enrichissement illicite. Hein? La Cour de répression de l'enrichissement illicite. De répression de l'enrichissement illicite. Répression de l'enrichissement illicite. Et Cheikh Diaby, ça a débordé. Oui, ça a débordé. Et il a mis en veilleuse cette loi. Macky Sall est arrivé à un moment où les 12 ans de gestion de Abdoulaye Wade avaient laissé un peu le pays exsangue, avec beaucoup de débordements que tout le monde a connus, les valises par-ci, les ceci, les cela. Alors lui aussi, venant d'arriver, comme disait l'autre, il a voulu, comme disait Valdioïnia à l'époque, nettoyer l'écurie d'Ojas. Valdioïnia, que Dieu ait son âme. Alors, il a ressuscité donc la loi sur l'enrichissement illicite. Vous êtes un juriste. Les juristes comme vous également disent que vraiment, c'est pas normal. Ah, mais la loi, elle est toujours normale, cher Diaby. C'est ça.
La loi, elle est toujours normale. On demande à quelqu'un de prouver son innocence. Oui. Mais dès lors vous de montrer vraiment que tout cet argent que vous avez vient d'origine licite. Oui, tout ça, j'ai dit, c'est le renversement de la preuve, mais c'est prévu par la loi. Et ça n'existe qu'au Sénégal, ou bien? Dès lors, elle est légale. Non, il y a d'autres pays où il y a qui font ça? D'autres formes de... Oui. Il y a 1000 formes de pouvoir enquêter sur l'argent mal acquis. Il y a 1000 formes. 1000 formes. Alors, ça aussi, il faut apaiser la situation. Cheikh Diaby, il faut pas faire peur aux Sénégalais. Il faut arrêter tout ça. Il faut que les Sénégalais se remettent à travailler, à construire, à investir, à acheter des immeubles. Oui, il faut. C'est comme ça qu'on développera ce pays. On ne développera pas ce pays par la peur ou dans la peur. C'est pourquoi moi je suis aujourd'hui de ceux qui veulent que Macky Sall ait un deuxième mandat. Et parce que comme je le dis en Wolof, amul lu ko fi tane. Amul lu ko fi tane. Il n'y a pas pour le moment meilleur homme politique pour conduire les destinées du Sénégal que Macky Sall. Mais en même temps aussi, il est de notre devoir de l'appeler à se calmer, même s'il est provoqué, comme il l'est actuellement. N'a-t-il pas cherché également cette provocation? Puisque aujourd'hui, si on regarde un peu les dignitaires du Parti démocratique sénégalais, il y a plus ou moins que Karim Wade qui est actuellement en prison. Les autres qui ont été convoqués sont toujours libres, hein, et en fait, même si on leur interdit de sortir du territoire national. Mais ça, c'est pas Macky Sall, c'est la justice. Ce sont les magistrats sénégalais. Macky Sall n'actionne pas la justice, il ne peut pas. Les libéraux disent que c'est lui, hein. Oui, mais ça, le procureur dépend du ministre de la République, du ministre de la Justice, qui dépend du Premier ministre, qui lui dépend également du président. Il a son procureur général, c'est tout. Mais le procureur général, c'est pas lui qui juge. Non. Absolument. Voilà. Alors, vous dites également, votre souhait est que Macky Sall ait un deuxième mandat. Vous disiez également dans une interview que ce serait bien que Macky Sall puisse départir ou bien puisse se délaisser du Parti socialiste. Vous confirmez toujours vos propos? Ou bien vous n'avez pas dit de la sorte? Pas tout à fait. Pas tout à fait. Non, pas tout à fait ça. Non, c'est-à-dire que j'ai souhaité que Macky Sall ait un parti fort, libre de ces mouvements avec les partis qui aujourd'hui forment la coalition Benno Bokk Yakaar. Dont le Parti qui est mon ancien parti. J'ai mis 48 ans au Parti socialiste, moi. 48 ans. Mais ce n'est plus mon parti. Macky Sall, qui est un jeune, et qui a fait le tour du pays pour être élu plusieurs fois, j'ai dit que pour avoir un deuxième mandat, il faut que lui-même, qu'il amplifie sa propre majorité. Il faut que lui-même, qu'il ait des soutiens partout dans le pays. Et que ces soutiens-là lui apportent des voix d'électeurs. Il faut qu'il gagne des régions haut la main, sans aucune coalition. Mais les hommes et les femmes qui lui font confiance et qui veulent qu'il soit élu peuvent lui apporter tout cela. Dénkaane wóorul wala fa ko wax. Par conséquent, il faudrait qu'il y arrive. N'empêche qu'il aura une coalition, s'il le veut bien, mais il faut qu'il s'étoffe davantage. Vous doutez de la sincérité du Parti socialiste? Hein? Pardon? Vous doutez de la sincérité du Parti socialiste? Non. Le Parti socialiste est un parti majeur, est un parti ancien. Il est né en 1948. C'est un parti qui a beaucoup donné au Sénégal. Beaucoup. Et beaucoup fait pour le Sénégal. Alors, il a des hommes de valeur et des femmes de valeur. Mais j'ai dit, pour Macky Sall, il doit s'étoffer davantage lui-même. Ça, j'étais l'œil, ni sur le Parti socialiste, ni sur un autre parti. Mais lui-même, il peut y arriver. Vous qui connaissez si bien le Parti socialiste, vous l'avez dit, vous avez passé plusieurs années dans ce parti, dans cette formation politique.
Pensez-vous réellement qu'en 2017, le Parti socialiste ne présentera pas de candidat, même si aujourd'hui on en parle de plus en plus avec Khalifa Sall, Malick Gakou, tout le tralala. Mais ça, c'est son droit. C'est le droit du Parti socialiste de présenter un candidat. Ça dépendra aussi de la conjoncture. Ça dépendra aussi des éléments qui auront lieu d'ici là. Ça dépendra de beaucoup de facteurs politiques, socio-culturels, sociaux, économiques. Tout ça, ça dépendra. Alors, le Parti socialiste ne peut pas aller au casse-pipe. Il a un devoir face à l'histoire. Un devoir de mémoire et face à l'histoire. Le Parti socialiste a joué un rôle important. Il ne peut pas aller au casse-pipe. Il faudra qu'il analyse beaucoup, et très bien, avant de s'engager. Avez-vous dit cela à Macky Sall quand vous avez vu la dernière fois? Tout à l'heure, on arrivait un peu plus tôt dans cette émission. Non, non. Je ne vous dirai pas ce que j'ai dit avec Macky Sall. Non, mais en tout cas, on a fait le tour de la question électorale. Oui, on a regardé vraiment la question électorale dans notre pays. Région après région, ça oui, alors je sais bien. Alors, donc, mais je n'en dirai pas plus pour le moment. Mais vous confirmez que vous le soutiendrez en 2017? Oui, j'ai dit que... Il va vous recevoir en mars prochain, c'est ça? Normalement, dans les jours à venir, il doit recevoir la coalition Defar Sereo, composée de 12 partis politiques. Alors, dans le PAI, notre coordinateur c'est Modi Bey, des HLM. On a 12 partis qui forment la coalition Defar Sereo. Et ces partis-là, c'est des partis qui ont été aux élections, des partis historiques comme le PAI et d'autres, comme le PPC. Alors ces partis-là soutiennent aujourd'hui Macky Sall. Et au mois de mars, quand nous aurons l'occasion de le rencontrer, en grande assemblée, nous lui redirons, nous lui renouvelerons notre soutien. Et en même temps, nous verrons sous quelle forme nous pourrons cohabiter, travailler ensemble. Est-ce qu'on peut s'attendre à une fusion entre le PPC non, et non. cela a été le cas avec... Non, ça c'est fini. Non, ça c'est fini, ça. Ça c'est fini, ça. Fusion, c'est terminé, comme on dit. Subhanallah, comme on dit. Mais quelle chance on va donner à cette coalition ou au PPC si vous ne fusionnez pas vos forces? Ah non! M. Diaby, on peut être à vos côtés et vous aider. On peut être à vos côtés et vous apporter notre soutien sans pour autant qu'on prenne votre nom et votre prénom. Non. Non, nous pouvons vraiment... nous avons des responsables dans tout le pays. Dans tout le pays et chacun, là où il est, il apportera sa pierre. Avez-vous abordé avec le chef de l'État la question du référendum? Référendum? Oui, parce que nous allons vers des modifications constitutionnelles. Même la coalition de Defar Sereo fera à ce moment-là aussi des propositions sur la décentralisation. Il faudra qu'on revoie l'acte 3 et qu'on ait une charte de la décentralisation. Une charte de la décentralisation. Oui. Parce que vous disiez, vous faites partie également de ceux qui ont toujours quand même décrié l'acte 3 de la décentralisation. Apparemment, l'avenir vous a donné raison parce que le projet s'est retourné à l'Assemblée nationale. Oui. Alors, il faut... Non, mais Cheikh Diaby, oui. On ne peut pas développer un pays sans le décentraliser. Les collectivités locales concourent de façon admirable, abondante, au développement d'un pays. Mais il faut qu'elles aient les moyens de leur mission. Or, ici, l'État a tout accaparé. Avec ses fonctionnaires et ses préfets. L'État est jaloux de ses prérogatives. Hein? L'État est jaloux de ses prérogatives. Très jaloux. Or, nous sommes dans une situation de sous-développement. Il faut développer le pays. Pour le développer, il faut décentraliser. Il faut enlever la tutelle. Il faut libérer les énergies. Il ne faut pas freiner. Or, nous sommes restés dans une administration jacobine où les fonctionnaires sont les patrons. Vous imaginez, dès lors qu'on a inscrit dans la Constitution que les collectivités locales s'administrent librement par des conseils élus,
les collectivités locales s'administrent librement par des conseils élus. Mais est-ce que les collectivités locales sont assez prêtes, sont assez outillées quand même pour pouvoir appliquer tout ce que vous... Mais justement... On entend toujours des problèmes de terre, des conflits, hein. Oui, mais... Qui sont emprisonnés, des conseillers municipaux. Oui, non. Voilà ce que je dis. Voilà. Vous êtes toujours là sur les maires, alors que les fonctionnaires font pire. Oui, ça c'est connu. Mais, malheureusement, les maires, c'est les loups blancs. Alors, qu'il faut tuer. Non, attention. J'ai dit que, Cheikh Diaby, la constitution de notre pays affirme de manière solennelle que les collectivités locales s'administrent librement par des conseils élus. Mais jusqu'à présent, il y a la tutelle. Le maire de Rufisque, quand il fait voter son budget par le conseil municipal, mais il l'envoie au préfet, c'est pas normal. Il faut mettre un terme. Non, un fonctionnaire. Peut-être pour des gages de transparence. Non, un fonctionnaire avec sa formation. Oui. Alors, c'est lui qui juge si le budget est bon ou n'est pas bon. C'est lui qui juge du travail de 85 élus. Non, ça, il faut y mettre un terme. La France a dépassé ça depuis longtemps. Vous voulez que le maire soit le président de la localité? C'est ça qui est normal. C'est ça qui est normal. Alors en France, encore une fois, la France c'est notre pays de référence. Mais là-bas, on n'entend pas aussi des maires qui vendent des terres de gauche à droite. Mais il n'y a pas de maires qui vendent des terres ici, il n'y en a pas. Ouais. Mais non. Alors, ils sont tout le temps placés en garde à vue. Mais non. Mais non. Par le passé, avec vous, c'était pas tellement le cas. Non, vous exagérez. On a vu avec le Parti démocratique. Vous exagérez là, non, vous exagérez là. Moi, j'ai fait ici 12 000 parcelles. Avec beaucoup de difficultés. Mais je les ai faites. Et les gens ont pris ça à 50 000 francs. Le maire, il est là pour plaire aux populations. Il n'est pas là pour lui-même se complaire. Non. Cheikh Diaby, c'est pas... il faut que nous arrivions à régler ces problèmes-là, qui sont des problèmes importants, essentiels, fondamentaux, majeurs de développement de notre pays. Alors, juste une petite parenthèse, Monsieur le Président. Comment analysez-vous un peu, on va dire, le bras de fer, on ne sait pas si on doit l'appeler ainsi ou pas, entre la ville de Dakar et le ministère des Finances concernant cette enquête? C'est pas normal aussi. C'est pas normal. C'est la tutelle, voilà. C'est encore la tutelle qui revient. Tutelle fonctionnaire. Hein? Les arguments avancés par le ministère de l'économie et des Finances ne tiennent pas la route. Ah bon? Du tout. Même du tout. Après, c'est l'État qui doit payer? Mais non, l'État ne payera pas. C'est pas possible. La mairie de Dakar est solvable. Est-ce que l'État est plus solvable que la mairie de Dakar? Non. Mais l'État dit que les routes et la lumière ou l'électricité ne sont pas solvables. Comment? Oui, mais la mairie a les moyens de payer sa dette. Dès lors, non, c'est encore on revient à la tutelle. La tutelle, c'est un frein au développement. C'est une anomalie à la décentralisation. Et je reviens sur cela, on a affirmé dans la Constitution que les collectivités locales s'administrent librement, vous m'entendez bien, librement par des conseils élus. Il n'y a plus de tutelle en ce moment-là. Mais on continue à administrer la tutelle pesante. Ce n'est pas normal. Il faut laisser les collectivités locales se libérer et être libres. Bon, maintenant, on ne peut pas faire ce qu'elles veulent. Comme l'État ne fait pas ce qu'il veut. Mais quand même, il n'est pas normal de freiner le développement d'une collectivité locale pour des balivernes. Après tout ce que vous venez de dire, est-ce que vous maintenez toujours vos propos quand vous dites l'élaboration d'une nouvelle constitution, le Sénégal n'a pas besoin de... Enfin, rien ne se justifie actuellement. Oui, il n'y a pas... non. Il y a quelques dispositions de la Constitution qu'il faudra modifier. Mais la Constitution que nous avons, elle est bonne. Il n'y a pas lieu de la modifier. Aujourd'hui en France, pardon, encore une fois, on reprend l'exemple de la France. Il y en a qui parlent de la 6e République, mais les 90% des Français sont contre. Ils estiment que la 5e République a donné de bons résultats. Nous aussi, la Constitution que nous avons, qui nous a permis d'élire et de réélire un président, mais il faut la garder. Maintenant, il faut améliorer. Il faut améliorer
il y a des dispositions sur lesquelles on peut revenir. Voilà. D'accord. Alors, pour terminer, c'est juste que le temps qui nous est imparti est terminé. Je voudrais juste qu'on... c'est bon, je vais le dire, qu'on termine l'émission avec ce point important, avec le système éducatif qui est secoué, on va aller parler remous, mais lors d'une rencontre, vous avez proposé la médiation des anciens pour un règlement. Où en est-vous avec cette médiation? Elle n'a pas beaucoup avancé. Mais il faut encore, cher Diaby, arriver dans notre pays à apaiser tous les secteurs d'activité. Et surtout l'enseignement. C'est fondamental. C'est l'enseignement qui forme les hommes et les femmes. C'est l'enseignement qui forme les citoyens. C'est l'enseignement qui permet d'escalader l'ascenseur social. Alors donc, il faut que l'enseignement soit de bonne qualité. Et que aussi les enseignants soient des gens responsables. Responsabilisés et responsables. Chaque fois que j'entends parler de grève dans l'enseignement, j'ai mal. Parce qu'on perd du temps, et on fait perdre aussi du temps aux enfants. Alors or que c'est ce que nous avons de meilleur pour notre avenir. Alors je fais donc appel aux syndicats d'enseignants et aux parents d'élèves pour que vraiment la situation s'appelle. Et à l'État, bien sûr, aussi, à l'État. Pour qu'il n'y ait plus de revendications aussi dures. Pour que nous arrivions quand même à avoir une situation scolaire et universitaire apaisée. Alors, il était vraiment question, Jacques Diop, de convoquer l'histoire dans cette émission. Nous l'avons fait, mais nous ne saurons terminer cette émission sans pour autant parler aussi de la tournée du chef de l'État. Qu'est-ce que cela vous inspire comme commentaire, surtout cette tournée dans le sud du pays? Ça me rappelle les tournées de Léopold Sédar Senghor. Économique ou politique? Toutes les deux, économique et politique. Un président de la République qui se déplace dans une région, il fait en même temps de la politique, c'est normal. Ah oui, ça c'est normal, ça. Ça c'est élémentaire. Eh bien, il reçoit ses militaires, il reçoit les électeurs, il reçoit les gens. Eh bien, il reçoit ceux qui veulent aller vers lui. C'est normal. Et en même temps, il pose des jalons d'économie. Alors, Sédhiou, c'est une région enclavée, malheureusement. La plus pauvre, hein? Oui, très pauvre, vraiment. Et le fait que Macky Sall y aille et qu'il fasse ce qu'il est en train de faire là-bas, c'est une très bonne chose. Il faut le féliciter pour ça. De mon coup aussi, ce qu'il a fait à Kolda, à Ziguinchor. Parce que la Casamance, pendant longtemps, s'est senti frustré, s'est senti abandonné, s'est senti vraiment délaissé. Et aujourd'hui, on voit que maintenant, avec 5 000 francs, on parlait à Ziguinchor. Vous imaginez, ça c'est un record, c'est un progrès, il faut le saluer et féliciter Macky Sall. Alors j'entends dire que ces bateaux-là avaient été commandés par je ne sais qui, mais c'est comme ça aussi. Hein? Mais ça c'est la continuité de l'État, ça c'est élémentaire, c'est élémentaire ça, c'est élémentaire. Ça n'appartient pas à Blawad, c'est pas son argent, c'est pas sa poste, c'est l'argent du contribuable sénégalais qui lui a confié ça pour un temps donné. C'est tout. Moi j'ai été ici maire, eh bien j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai laissé après, les autres ils continuent, c'est comme ça la vie. Et vous qui avez été également entre guillemets monsieur Casamance, et quand vous avez entendu vraiment Macky Sall poser tous ces jalons, faire toutes ces propositions, est-ce que vous pensez réellement toutes les décisions ou les mesures qui ont été prises par le chef de l'État vont dans le sens vraiment de retour définitif de la paix en Casamance? J'en suis convaincu. J'en suis convaincu et je l'encourage. J'encourage le président Macky Sall à continuer dans cette voie-là. Il fait du bon travail. Il ne faut pas qu'on le distrait. Il ne faut pas qu'on le perturbe. Il faut que nous tous nous soyons unis pour le pousser à aller vers le progrès de notre pays. Merci à vous infiniment, Jacques Diop. C'est moi qui vous remercie. C'est toujours un honneur de vous recevoir sur un plateau de télévision. Merci beaucoup. Bienvenue Merci. Donc dans ce numéro du plaidoyer. C'était le 8e numéro donc, de cette émission, le plaidoyer. Une émission qui passe toutes les semaines sur Africa 7. La première diffusion, c'est le lundi soir, comme vous êtes en train de le suivre également, et la rediffusion le dimanche aussi.
Merci à vous infiniment, M. Diop. Merci. Merci également à vous, les téléspectateurs. Notre invité est député maire honoraire de la ville de Rufisque, ancien président du Conseil de la République, ancien président de l'Union des conseils économiques et sociaux aux institutions similaires de la francophonie, président honoraire du Conseil économique, social et environnemental, secrétaire général du PPC, président de la coalition Defar Moms Réo. Defar Réo. Merci à vous. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la télévision Africa 7.